Et bah de retour dans cette troisième partie de Sartez-moi de là, avec Armand Maignan qui m'a quitté, bon. Directeur de l'Europa Jazz. On parlera évidemment de So Blues Festival dans quelques instants, dans les 5 dernières minutes. Mais dans cette dernière partie, on parle de ceux qui font la Sarthe, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe et vous êtes accompagné à côté de vous par Solène Landais. Bonsoir Solène. Bonsoir. On va parler de ce sport, le King Ball. Il y a un gros ballon au milieu là, voilà, on le voit, le ballon rose. Nouveau sport dont une journée du championnat de France va s'arrêter au Mans dimanche. On en parle évidemment dans quelques instants. Daniel Levoyer, bonsoir. Bonsoir. André Ligné, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. On va parler avec vous de cet ouvrage Le Mans en noir et blanc. Ouvrage qui réunit des photographies pour la plupart inédites du Mans au 19e et 20e siècle. Et puis Jean-Yves Poignant, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Ça va bien. On va patoiser ensemble? Bah, si on veut. Je ne tente même pas de dire le mot. On va parler ce soir de... Ah, je te laisse dire. Ah, la gore est enrouée. Va falloir la faire souhaire. Wow. Ouais. Je me doutais. Donc on en parle et on va expliquer évidemment dans quelques instants. Moi je parle pas patois. Peut-être vous, Armand? Non? Pour ma gorge. Ouais, ça doit être ça, à peu près ça. On va en parler dans quelques instants. Et on passe tout de suite à la passionnée de la semaine. Solène, d'habitude on parle des animaux, mais là on va parler du King Ball, un nouveau sport, le King Ball. Oui, c'est un sport, donc un sport émergent en fait, donc qui existe en France depuis une bonne dizaine d'années maintenant, 10-15 ans, mais voilà, qui existe depuis, qui a été créé en fait en 86 au Québec. Donc là-bas c'est ce gros ballon d'1,22 m de circonférence. C'est ça, tout à fait, 1,22 m, très léger, 1 voilà. kg à peu près. Donc un ballon baudruche avec une toile de parachute autour. Voilà. Donc comment ça se passe sur le terrain? Il y a 3 équipes qui jouent en même temps? Oui, sur le terrain, il y a une base carrée, en fait, il n'y a pas de but, il n'y a pas de filet, comme dans d'autres sports. Voilà, c'est pas une balle aux prisonniers où il y a des terrains chacun de son côté. Il y a un seul terrain, carré, 21 mètres par 21 mètres, 3 équipes de 4 joueurs sur le terrain, plus 2 arbitres, pour pouvoir analyser toutes les phases de jeu. Voilà, qui jouent en même temps sur le terrain. Donc les joueurs sont différenciés par des chasubles de couleur pour savoir quelle équipe est appelée. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout le monde participe, notamment au lancer, c'est-à-dire qu'on va lancer le ballon à 4, il y en a un qui Donc en lance. fait, il y en a 3 qui portent la balle et un qui frappe la balle. Voilà, donc c'est vraiment toute l'équipe qui participe à chaque fois. C'est un vrai sport coopératif. C'est ça, sport coopératif, et surtout, ce que vous me disiez, c'est qu'on peut être sportif et non sportif et participer à ce genre d'activité. Voilà, parce que donc ça demande une partie physique, oui, mais ça demande aussi beaucoup de stratégie et de réflexion comme sport. Donc voilà, du coup, il y a aussi une partie, donc pas forcément que physique, il y a aussi beaucoup de technique et donc effectivement de stratégie, de feinte pour blouser un petit peu les adversaires. Est-ce qu'il y a des amateurs de King Ball parmi vous tous sur le plateau? Jean-Yves, vous découvrez, Armand aussi? Si j'avais eu ça quand je jouais au football, on en parlait tout à l'heure, j'étais gardien de but, ça aurait été génial. Ah bah là, pour récupérer vos... Plus aucun but ne rentrait. Exactement. Et au tennis, là aussi, au oui, lieu d'avoir la petite balle, là ça serait épatant. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc, journée de championnat qui va se dérouler au Mans dimanche. Voilà, au Mans, on accueille une journée donc, de championnat. Donc c'est championnat de France directement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs en France. Il y a une quarantaine de clubs maintenant en France. Mais voilà, et donc s'il y a une petite erreur sur l'affiche, c'est à partir de 10h. D'accord, à partir de 10h, dimanche prochain. Toutes les infos sur MUC72, c'est ça, avec un K? Oui, et du coup plutôt sur la page Facebook, parce que le site internet est en cours de changement, donc plutôt sur la page Facebook. Et ben on se donne rendez-vous dimanche. Voilà, au gymnase des Bruyères. Au gymnase des Bruyères. Le Mans, vous êtes originaire du Mans, Solène? Absolument pas. Absolument pas, et ben vous allez découvrir le Mans au 19e et 20e siècle. C'est la Sarthe vue par. Tout va bien, ça a l'air sad, mais nous on est sur le plateau et tout se passe bien, on a bien chaud et on va parler donc de cet ouvrage. Daniel Levoyer, André Ligné, vous êtes les 2 des auteurs de cet ouvrage? 2 des auteurs sur les 4, oui. Voilà. Les 2 autres étant Jean-Pierre Delaperrelle et Claude Goisdieu. Pour ne pas les oublier. Voilà, donc l'idée c'est que vous avez réuni, sous la direction d'André Ligné, des photos que vous avez personnelles. Tout à fait, oui. Ce sont nos collections personnelles et on a trié par thème. Au 19e et 20e siècle. Et 20e. Voilà, 1860, 1960, grosso modo. Alors pour les Sartois et ceux qui connaissent bien Le Mans, surtout évidemment, on redécouvre cette ville qui a bien changé. Sur le plan urbanistique, oui, et même au niveau des activités aussi, puisque là, on met en avant, par exemple, la vie militaire. Qui n'existe plus du tout. Donc voilà, un exemple parmi d'autres. La ville a été complètement transformée avec le départ de toutes les casernes.
Alors ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images tous ensemble et on va pouvoir évidemment réagir sur ces photos qu'on peut trouver dans ce magnifique ouvrage. Première photo, ça va être le cœur de ville avant la percée centrale. Donc là, c'est à quelle époque cette photo? 1955-60. C'est une vue plongeante effectivement sur la place de la République qui avait quand même un autre visage que celui d'aujourd'hui. Les époques se bousculent et ne se ressemblent pas, bien évidemment, mais ça donne un bel aspect avant la percée centrale. Autre photo, la construction du tunnel en 1870. Alors là, c'est une photo qui est prise du haut de la place des Jacobins. Des Jacobins, oui. Et on a détruit des bâtiments anciens pour créer cette percée. Bien sûr, on a coupé carrément, disons, le promontoire du Vieux-Mont, on l'a coupé comme une part de gâteau, quoi. Donc on détruit une partie, une partie de la cité Plantagenet à cette époque-là. Par exemple, il y avait un établissement scolaire sur la partie haute qui a disparu et bon, maintenant c'est devenu Saint-Julien dans la rue de Taché. Autre photo, le pont en X, vous le connaissiez Armand, le pont en X? Oui, le pont en X c'était formidable. Bah oui, pourquoi ça a disparu le pont en X? Il a été dynamité. Les Allemands s'en sont chargés, disons. Il a été dynamité. Deux orchestres de jazz qui jouaient comme ça aurait été formidable. Ça aurait été formidable. Mais pourquoi il n'a pas été reconstruit à l'identique du coup? Ça c'est ma question subsidiaire. La conservation du patrimoine n'était pas à la mode à l'époque. Sinon, on aurait dû exiger avec le retour du tramway de remettre le pont. C'est vrai. Alors il paraît qu'il y a un deuxième pont en X en France qui serait dans l'Est et on en a parlé dans la Vie Mancelle dans un numéro plus ancien. Une petite dernière photo qu'on va regarder ensemble. Je crois qu'on l'avait déjà regardé, André Vignet. J'aime beaucoup cette expliqué parce que du coup, donc là on est sur les marches du jet d'eau. C'est une 1923 effectivement. Alors là c'est Delaroche, je crois, qui est au volant avec quelques. On pourrait pas faire ça aujourd'hui, hein. Non, pourquoi pas, mais enfin ça me paraîtrait un petit peu. Non, c'est pas possible. Mais cela dit, voilà, c'était pour démontrer qu'une autochenille pouvait monter les marches du jet d'eau. Et il s'est fait une bonne publicité. Voilà. Évidemment, en faisant ce genre d'opération. Ce qui est intéressant, c'est que tous les bénéfices de l'ouvrage, Armand, je vous le passe. Regardez. C'est pas la peine parce que je l'ai déjà acheté. Ah bon, bah je vous le repasse. Et donc je peux en dire du bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude, quand on a ce genre d'ouvrage, c'est des cartes postales avec une agrafeuse. C'est ça. C'est ça. Oui, ça, là, c'est pas magnifique. du tout ça. Ça, c'est pas du tout ça. Et ça, c'est formidable. Là, par rapport à tout ce qu'on peut voir actuellement, où les éditeurs se contentent de mettre des cartes postales que tout le monde a vues, etc. Là, c'est formidable. Justement, ce ne sont pas des cartes postales, justement. Ce sont Exactement. des photos et des cartes photos, mais c'était une exigence de l'éditeur. Bien sûr. Et les bénéfices de l'ouvrage, c'est pas pour vous, c'est pour ce que j'ai entre les mains. Le dernier numéro, Daniel vous viendra en reparler évidemment sur le plateau. C'est pour la pérennisation de la Vie Mancelle et Sartoise. Les droits d'auteur sont reversés intégralement à la Vie Mancelle. De Fier parce qu'il parlait de Saint-Léonard-des-Bois. Exactement, les Alpes-Mancelles qui est un des sujets dont on parlera très prochainement au mois de décembre, puisque vous venez régulièrement sur le plateau, Daniel, vous êtes un habitué. Est-ce que les uns et les autres parlent patois sur le plateau? Il n'y en a qu'un seul? Allez, c'est le patois de la semaine. Ce soir, on va parler de la gore en rouet. En rouau? En rouau? Oui. Ça veut dire quoi? La gore en rouau. La gore, c'est... La gorge? Ah non, non. Non? Non, c'est la cochonne, enfin la Madame Truy. Ah, pardon, d'accord. Oui. Ok. Alors, la gore en rouau. En rouau. En rouau. Alors... En chaleur, quoi. En chaleur. D'accord. En rut. D'accord. Voilà. Pas du tout. Alors, quand la truie est en rut, que fait-on? Dites-moi, Jean-Yves. Ben, elle veut aller voir papa. Exactement. Donc, on va la faire saillir. D'accord. On va la faire souer. Voilà. Du coup, va falloir... D'accord, donc c'est pour ça le reste de l'expression. Bon, dans les petites fermes, il y avait généralement qu'une truie et on vendait les petits ou on gardait un gros, enfin bref. Hein. Et alors, mon histoire personnelle, parce que j'ai du personnel là-dedans, c'est j'avais un oncle à Rueil-en-Champagne qui était verratier. Alors, on disait verracier en patois. Verratier, c'est donc, ça vient du verra, bien sûr, le mâle. Et il était quasiment, on pense, le seul en Sarthe à se déplacer avec son verra et aller de ferme en ferme. Et alors, à Rueil-en-Champagne, donc dans sa maison, près de la mairie, ils ont eu le téléphone
les premiers à ruyer en Champagne. La cabine, c'était numéro 1. Eux, ils avaient le 2 à ruyer. Et alors, ma tante, elle avait une ardoise sur la cheminée avec tous les noms des gens qui avaient appelé. D'accord. Et donc, à journée entière, il allait avec sa voiture. Alors, il a eu d'abord une C4. Ouais. Moi, je l'ai connu en A-ronde. J'ai fait des tournées en A-ronde avec lui. Alors, toujours commercial, là, pour mettre papa derrière, là. Et puis ensuite, il a fini avec une traction et une remorque. Donc, on faisait le tour de tous ces gens qui avaient appelé, du coup, pour... Oui, voilà. Et ça regroupait à peu près 4 cantons. Loué, Sillé, Conly, et voilà. Et c'était formidable, quoi. C'était. Eh ben, j'aurais découvert, Jean-Yves, grâce à vous, une expression que je ne connaissais pas. André Ligné, je crois que vous connaissiez. Vous aviez déjà entendu cette expression? Pas l'expression, mais quelques mots, oui, bien sûr. Mais moi, je voulais lui poser une question. Bah, combien dure, disons, la saillie d'un verra? Oh là, c'est très long. C'est très long parce que Donc, il n'en faisait pas beaucoup par jour, alors, son verra. Il y en a que ça allait vite, mais malheureusement, c'est une saillie où quelquefois il faut aider le mal. Jamais je n'aurais cru qu'on aurait parlé de ça dans certains mois-là, mais grâce à vous, Jean-Yves, c'est le cas. Alors, par contre, bon, je parle le patois, oui. mais André était mon prof de français au collège à Louis. Ah, ouais, voilà. On fait toujours des interactions sur le plateau de LMTV, donc... Le Vera disait d'ailleurs « Sortez-moi de là ». Oui, sortez-moi de là. Et il disait, comme l'abbé Cochon, qui vivra aussi verra. Merci Jean-Yves, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci à vous d'être venu. L'ouvrage, évidemment, c'est Solène qui va le présenter, Le Mans en noir et blanc. Ce championnat, cette journée de championnat de Kinball, on vous invite évidemment à y aller. Merci infiniment d'avoir été mes invités. Merci et beaucoup. maintenant, c'est les 5 dernières minutes avec Armand Maignan. Bon, Armand, vous voyez, ça va un peu dans tous les sens, sortez-moi de là. Mais on parle de la Sarthe, évidemment, et on va en parler avec vous, avec l'Europa Jazz. 39e édition sur cette saison 2017-2018. C'est énorme. Oui, on commence, on va bientôt attaquer les 40e rugissants, mais non, on est là depuis très très longtemps. Toujours avec la même énergie, les équipes se renouvellent, mais la programmation est toujours, j'espère, elle attire toujours de plus en plus de monde parce qu'on a aussi varié beaucoup les plaisirs. C'est-à-dire qu'à une époque, on faisait beaucoup de découvertes sur le jazz contemporain, puis depuis une vingtaine d'années, on a des nuits thématiques, donc il y a la nuit de la salsa, il y a la nuit manouche, il y a des choses. On essaie d'aller chercher les publics un peu partout, et puis on s'est aussi beaucoup élargi géographiquement. On essaie de ne pas grossir. Quand un festival grossit, c'est un peu compliqué, c'est comme les hommes. Quand on a essayé plutôt de s'élargir et d'aller surtout maintenant on fait des concerts sur 6 départements et puis on fait aussi toutes ces actions culturelles dont on parlait tout à l'heure. C'est 15 concerts dans les lycées de la région, pas uniquement de la Sarthe. Vous touchez 3000 élèves chaque fois. Qui sont touchés à chaque fois parce qu'on va directement chez eux et on les fait pas venir au spectacle et le spectacle vient chez eux et ça c'est formidable. On fait aussi beaucoup de choses dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, les maisons d'arrêt, parce que c'est notre devoir d'aller... On est un festival, on appelle ça un festival citoyen. Ça veut dire que c'est pas uniquement faire des concerts pour faire des concerts, c'est aussi pour faire connaître une musique et puis porter cette musique-là dans les endroits où on y... Vraisemblablement que Fier, ça sera un prochain endroit qu'on va découvrir. Eh ben, j'espère et qu'on aura la chance d'annoncer évidemment une programmation au sein de cette ancienne poste de Fier. On parle évidemment dans quelques jours, le 24 novembre, de ce So Blues Festival. So Blues Festival, 7e édition. Alors le So Blues Festival, c'est un grand petit festival de blues ou un petit grand festival de blues. C'est-à-dire que ça ne dure pas aussi longtemps que l'Europa Jazz. C'est 4 jours plus cette année un concert à Savigny-l'Évêque, décentralisé. Mais c'est 4 jours dans le même endroit, 3 jours, du jeudi, vendredi, samedi, avec une programmation généralement faite aussi avec des stars américaines, qui sont les stars du blues, qui ne sont pas toujours complètement hyper reconnues. Et puis quelques stars européennes, comme le fameux Greg Slap. On en parlait, ouais, Greg Slap. On en parle beaucoup parce que c'est l'harmoniciste de Johnny Hallyday et donc les gens l'ont surtout vu avec les Vieilles Canailles et puis je disais en plaisantant tout à l'heure qu'avec les Vieilles Canailles ils ont payé très cher pour le voir. Ça sera beaucoup moins cher. Là pour 20 € ils pourront le voir avec toute la science. C'est celui qui est en train de bousculer un peu Jean-Jacques Milteau qui était le roi de l'harmonica et je pense que le spectacle va être étonnant. Mais il y a aussi le Chicago Blues Festival le samedi. Alors c'est quoi le Chicago Blues Festival? Le Chicago Blues Festival, c'est la 48e année que ce Chicago Blues tourne. Ça veut dire que c'est des promoteurs européens qui ont inventé ça pour faire découvrir le blues de Chicago. On fait venir chaque année 2 stars,
une chanteuse et une section rythmique. Et les plus grands bluesmen sont passés par là. Johnny Hooker, par exemple, ou Albert King sont passés au début par le Chicago Blues. Mais là, on découvre des musiciens qu'on connaît relativement peu, mais je pense que ça va être quelque chose d'assez étonnant. Que Carl Weatherby, qu'on avait vu il y a une dizaine d'années, un peu comme Simon et pas comme soliste, là, il est soliste. Et puis, on a l'arrivée également de Rico McFarland. Alors, Rico McFarland, qui n'est pas du tout connu du grand public, mais qui est très connu des spécialistes. Et donc, on est très heureux de l'accueillir parce que c'est une star. Donc à découvrir dans ce So Blues Festival, les dates 24 novembre, 2 décembre. Vous travaillez aussi sur un travail d'innovation, à la découverte notamment d'instruments innovants, c'est ça? C'est ce qu'on fait avec l'ITEM. Oui. C'est ça. Ça ne sera pas dans le cadre du So Non, mais on Blues, peut dire du coup quelques mots, ça fait partie de ce travail que vous mettez en place aussi. On a la chance avec l'ITEM au Mans, qui est une école unique en fait, d'avoir des luthiers, et des luthiers qui inventent des nouveaux instruments. Il y a une quinzaine de jours, on a fait un projet avec un luthier, un jeune luthier qui améliore des guitares, et pour vraiment juger son travail et le présenter au public, on a imaginé dans l'école des Beaux-Arts que certains musiciens du Mans, volontaires, amateurs, venaient ou pas, ou professionnels, venaient faire une prestation d'un quart d'heure, 20 minutes, pour montrer ce que c'était les instruments. Le prochain, c'est la trompette, et après, ce sera le clavecin. Donc à découvrir, évidemment. Et puis, comment ne pas parler de l'Europa Jazz sans parler de ses travaux qui commencent actuellement à la visitation, qui seront prêts pour septembre, c'est-à-dire que pour la première fois, l'Europa Jazz aura un lieu précis pour donner des concerts, et pas seulement. Alors, nos bureaux sont déjà installés là-bas. Normalement, si tout se passe bien, il y aura ce lieu dans la visitation qui n'est pas encore baptisé, dont les travaux ne sont pas encore attaqués, mais il y a une nécessité d'un montage financier qui va le permettre. Donc on est encore en train d'essayer de voir comment ça peut fonctionner avec ce montage financier. À découvrir, évidemment. Bon, on suivra évidemment l'actualité de tout ça. Avant de se quitter, Armand, j'ai envie évidemment, passionné de jazz, on vous retrouve le vendredi soir à 18h55 dans ce programme qui s'appelle Histoire de jazz. D'où est née cette passion? On m'a dit, j'ai eu ouï dire qu'à la base, vous étiez plutôt rock. Comment vous êtes arrivé au jazz? Non, j'ai commencé en aimant le jazz à 15-16 ans grâce à des amis de lycée à la Ferté-Bernard, tout simplement, qui m'ont fait écouter John Coltrane. Donc je suis rentré par le côté un peu contemporain du jazz. Après, j'ai descendu l'arbre pour aller jusqu'au blues. Mais quand j'ai voulu... j'ai parallèlement écrit dans les revues de jazz et puis j'ai organisé quelques concerts. Mais à cette époque-là, au Mans, au milieu des années 70, il y avait une association Chorus qui était l'ancêtre et le créateur de bebop, presque, l'association Chorus, qui faisait beaucoup de concerts de rock. Et donc je me suis associé avec Daniel Rousseau, qui s'en occupait à l'époque, pour pouvoir parallèlement faire des concerts de jazz. Mais ce qui ne m'a pas empêché de faire des concerts de rock. Et on a fait par exemple le premier concert de Clash quasiment en France. Il y avait 70 personnes dans la salle. C'était l'année d'après qu'il fallait le faire pour gagner de l'argent, mais nous on n'était pas là pour gagner de l'argent. Eh bien, quelques mots pour terminer. Vous qui connaissez la culture en Sarthe, comment on pourrait la définir aujourd'hui, cette culture en cette fin 2017? On l'a vu ce soir, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui ne sont pas forcément mises en avant et qui sont là depuis très longtemps. Donc je pense que la Sarthe, elle n'est pas du tout en retrait par rapport aux autres départements, par rapport à la culture. Bon, on a la chance, on parlait tout à l'heure du théâtre de l'Enfumeray, mais le théâtre du Radeau est reconnu mondialement. Donc c'est une forme de théâtre unique. Et puis l'Europa Jazz est reconnu également. Donc je pense qu'il y a beaucoup de projets culturels. On a des outils formidables. Le théâtre des Quinconces, le Palais des Congrès. Le théâtre des Quinconces fait une programmation exceptionnelle. Donc je dis pas ça parce qu'on s'associe de temps en temps avec eux, mais c'est le cas. Et il y a du monde. C'est ça qui est totalement étonnant. Samedi dernier, on a fait un projet avec un Fidèle Fourneron que personne connaît, jeune tromboniste, avec des musiciens cubains. C'était plein. Voilà, 800 personnes. Formidable. Merci Armand d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été invité d'honneur. Et puis évidemment, on reparlera évidemment de l'Europa Jazz. Et puis on invite les gens à aller au So Blues. Toutes les informations, c'est europajazz.fr évidemment, avec toute la programmation. À bientôt. À bientôt. Et vous qui nous regardez, je vous souhaite évidemment une très très bonne soirée. On se retrouve nous demain 18h15 pour une nouvelle quotidienne. Bonne soirée.